Bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous ce matin? Bien. Est-ce que vous avez passé une belle soirée de gala? Vous avez vu, on a arrêté la pluie pendant le cocktail, on l'a remise après. Quand même, bravo pour l'organisation. Très bien pensé ce cocktail dehors sans la pluie. Alors, on a un joli programme encore qui nous attend ce matin pour cette deuxième journée du congrès de la FEDESAP. Alors, dans un instant, on va vous présenter 3 initiatives qui, encore une fois, transforment les contraintes des territoires en créativité et en innovation. On ira à l'île de la Réunion, on ira bien sûr en Corse et on ira aussi en Guadeloupe. Et ensuite, il y aura une table ronde passionnante sur l'économie sociale et solidaire. Benoît Hamon, le président de ESS France, est avec nous aujourd'hui. Il y a aussi Maxime Baduel, qui est le délégué ministériel ESS France. On parlera de cette économie sociale et solidaire qui nous passionne tous. Ensuite, il y aura une pause et ensuite, on fera une dernière table ronde sur le financement. Mais d'abord, on va parler de 3 initiatives et je propose à nos invités de venir me rejoindre sur scène. Nous allons parler maintenant de créativité, d'innovation. Dans un contexte insulaire, cette contrainte peut se transformer justement en ingéniosité. On va en parler avec nos 3 invités donc de Corse, de Réunion et de Guadeloupe. François-Aimé Arregui, bonjour. Vous êtes de l'association HD2A. Ça marche, tout ça. Marche. Voilà, sans bouton, c'est pratique. Directeur du foyer d'accueil médicalisé de Guagno, d'un EHPAD de Vico et donc d'un tiers-lieu et d'une ferme thérapeutique. On va parler de toutes vos initiatives. Bérénice Roy-Doré, bonjour. Bonjour à toutes et tous. Professeure d'université et doyenne à la faculté de santé, médecin généticienne au CHU de la Réunion. Et on va parler avec vous de ce centre de ressources sur le trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale. Ça paraît compliqué, mais vous allez tout nous expliquer dans un instant. Et puis nous sommes aussi avec Dominique Théophile, bonjour. Bonjour. Sénateur de Guadeloupe, vice-président du Sénat, membre de la commission des affaires sociales du Sénat. Et vous êtes aussi administrateur du CHU de Pointe-à-Pitre. Alors on va commencer avec vous, Bérénice Roy-Doré. Une problématique de contrainte de territoire, on parle santé, et plus précisément donc de l'alcool chez les femmes enceintes. Cela crée des troubles pour le fœtus. Expliquez-nous, car la Réunion est particulièrement concernée. Oui, merci beaucoup de me donner la parole sur ce sujet qui est un sujet extrêmement important pour la Réunion, c'est un fait, et c'est pour ça que nous sommes ici pour en parler aujourd'hui, qui est, il ne faut pas se leurrer, je pense, extrêmement important pour tout notre territoire français. Alors, ces troubles, ce sont les troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale, c'est-à-dire ce sont toutes les répercussions mentales, physiques qui vont survenir chez un enfant, mais un enfant qui va devenir un adolescent, qui va devenir un adulte et qui aura des difficultés à l'école, des difficultés à s'intégrer dans notre société, des difficultés pour avoir un travail, des difficultés pour garder ce travail. Donc ce sont des troubles qui vont impacter, on va dire, la vie entière et qui rentrent dans le cadre des troubles neurodéveloppementaux, qui rentrent complètement dans le champ politique dont nous parlions hier, de la santé mentale. À la Réunion, et moi on me dit souvent, parce que moi je suis à la Réunion depuis 11 ans, avant j'étais dans l'Hexagone, beaucoup à Strasbourg, on me dit c'est normal que tu t'intéresses à ça, tu es à la Réunion. Alors, c'est quelque chose qui est vrai, c'est quelque chose qui est incomplet, c'est quelque chose qui est stigmatisant à mon sens. Mais c'est vrai que la Réunion est particulièrement, on va dire, concernée par ce problème, mais tout simplement aussi parce qu'elle s'y est intéressée. Alors, elle s'y est intéressée bien avant que j'arrive. Déjà, dès les années 2000, il y avait des associations qui s'intéressaient à cette problématique. Et puis, les choses se sont très clairement intensifiées au cours des dernières années. Alors, ces problèmes de troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale, donc c'est bien sûr le SAF, le syndrome d'alcoolisation fœtale. Ça, c'est un enfant sur 1000, une naissance sur 1000. C'est des anomalies physiques, notamment des malformations, et c'est des troubles du neurodéveloppement. Et puis, c'est surtout les troubles neurodéveloppementaux liés à l'alcool. Là, c'est au moins un enfant sur 100.
Donc c'est plus fréquent que toutes les maladies génétiques, et moi au départ je suis généticienne, c'est plus fréquent que toutes les maladies réunies, et on se dit quand même qu'on peut faire quelque chose. Une maladie génétique, c'est la faute à pas de chance. Une maladie, donc chez un enfant, un adulte, qui est liée à l'exposition prénatale et préconceptionnelle, je vais en dire un mot après, on peut peut-être faire quelque chose. Alors justement, vous avez fait quelque chose, vous avez une solution, vous avez créé ce centre de ressources, c'était en 2016, et c'est le seul dédié à cette problématique en France? C'est exactement ça. C'est malheureusement le seul, et je considère ça que malheureusement, puisque le but est vraiment, et c'est l'intérêt d'en parler ici, le but c'est de dupliquer ce que nous avons su faire. Alors oui, nous sommes très concernés. Les chiffres que je vous ai annoncés, ils sont sûrs, ils sont établis à La Réunion. À La Réunion, c'est un nouveau-né tous les 2 jours qui va naître avec cette problématique, mais c'est partout pareil, sauf qu'ailleurs, il n'y a pas les chiffres. Donc nous avons décidé de tous nous rassembler. Et c'est là qu'un territoire comme La Réunion peut en effet, on va dire, être porteur, être innovant. C'est que finalement, nous sommes sur un petit territoire. On est 850 000 habitants à peu près, mais on est quand même sur un petit territoire. Et les différents acteurs, notamment de la santé, on se connaît tous. Alors on peut se connaître et pas bien s'entendre. On a eu la chance d'avoir aligné des planètes et d'avoir mis ensemble. Alors déjà un peu ce que je représente. Moi je suis prof à l'Université de La Réunion, à l'UFR Santé. Je suis médecin au CHU, donc je suis dans le sanitaire. Mais l'ARS a été très portante. L'ARS nous finance. Et puis, nous avons décidé de rassembler tout le médico-social et le social. Et le centre ressources TESAF, c'est ça, c'est un centre ressources qui est, on va dire, porté par la Fondation Père Favron, donc la FEAP, et qui est également en coportage avec le CHU, financé par l'ARS et un petit peu par la MILDECA, au moins au départ. L'idée, c'est de rassembler tout le monde sur un territoire, alors qu'habituellement, c'est des gens qui ne se parlent pas trop, qui ne travaillent pas trop ensemble, et on l'a dit, et vous en savez quelque chose, pour, on va dire, donner de l'information à tout le territoire. Alors, ce que vous voulez faire, effectivement, c'est diffuser les connaissances. Tous les professionnels. Alors, c'est quoi? C'est les médecins, c'est les paramédicaux, les travailleurs sociaux, ça va jusqu'à là? Alors, c'est déjà le grand public, parce que c'est le grand public qui fait des enfants. Ensuite, les professionnels ne font pas d'enfants. Les professionnels, parce qu'eux aussi, ils font des enfants. Les professionnels en formation initiale, et ça sert un peu d'être doyenne de fac, mais également en formation continue. Et les professionnels, c'est bien sûr les médecins, mais surtout pas que les médecins. Ça va être les infirmières, les puéricultrices, les auxiliaires de puéricultrices, ça va être les travailleurs sociaux, ça va être le personnel de l'éducation nationale. Actuellement, on forme tout le rectorat, du prof de SVT à la ESH. Ça va être également le personnel judiciaire, de la police et carcérale. Oui. Parce que tout le monde est concerné par cette problématique. Et j'ai envie de dire, c'est aussi formé femmes et hommes. Nous sommes tous concernés, les messieurs aussi, et ça change aussi le paradigme. L'alcool est toxique pour toutes les cellules, l'alcool est toxique pour un bébé, l'alcool est toxique pour les spermatozoïdes. La moitié du patrimoine génétique d'un enfant, il vient du spermatozoïde. Si le spermatozoïde est abîmé avant la conception, ça peut donner un SAF. Donc le fait que chacun ait ses connaissances, chacun ait ce background de connaissances, on forme également toute la PMI, toute l'ASE, les assistantes familiales ont quasiment les mêmes données à leur disposition qu'un médecin. De toute façon, ça ne pose aucun problème. Les médecins, on ne leur a pas appris en fac de médecine. Moi, en 1989, je rentrais en faculté de médecine à Angers. Pendant toutes mes études, elles ont été un peu longues, je suis prof, on ne m'avait jamais parlé du syndrome d'alcoolisation fœtale. Donc on part tous, on va dire, du même niveau. Et le but, c'est de partager ensuite les mêmes connaissances. Il y a eu quelque chose de très intéressant hier. On dit il ne faut pas boire et on dit souvent pas pourquoi. Donc là, on explique pourquoi et puis surtout, on aide ces familles. Alors, vous faites donc ces connaissances que vous diffusez un maximum, on voit dans toute la société, tous les profils de métiers sont concernés. Ensuite, on vient justement au grand public, aux enfants et aux mamans. Vous faites des diagnostics? Comment ça se passe? Alors, de former tous les professionnels, notamment à l'école, notamment à la PMI, ça permet de repérer ces enfants, maintenant d'y penser. Cet enfant qui a un trouble neurodéveloppemental, qui a des difficultés, c'est peut-être un TESAF.
Alors qu'avant, les difficultés, elles étaient plutôt mises sur le milieu socio-familial, les difficultés économiques, que rapportées à une pathologie qui est une pathologie médicale. Donc on les repère mieux. Donc une fois repérés, ils arrivent habituellement au CHU, à ma consultation. Et ensuite, on a mis en place avec le CHU un centre diagnostic où on fait un check-up complet physique, mental, avec une IRM cérébrale, avec un bilan génétique, avec un bilan neuropsychologique complet, pour vraiment déjà affirmer le diagnostic et puis surtout avoir des préconisations de prise en charge et d'accompagnement. La prise en charge, ce n'est pas pharaonique, c'est de l'orthophonie, c'est de la kiné, c'est de l'ergo, c'est de la psychomote, comme plein d'autres enfants. Mais ces enfants, jusqu'à présent, ils étaient sous les radars, on ne les voyait pas. Ça veut dire aussi que nos besoins, on va dire au niveau médico-social, au niveau rééducation, ne vont qu'en croissant. Et là, vous vous rendez bien compte qu'à La Réunion, comme partout, on va se heurter à un mur. Nous n'avons pas assez d'orthophonistes. J'en parlais hier en disant on va créer une école d'orthophonie, mais ça ne résout pas toutes les questions là actuellement. On n'a pas assez non plus de kinés, etc., etc. Donc nous avons mis en place au centre ressources quand même une cellule d'accompagnement qui est constituée d'éducatrices qui permet finalement de suivre ces familles, de les accompagner, parce que c'est bien beau quand on sort de chez le médecin qui a dit il y a ça, il y a ça, il y a ça, il faut faire ceci, cela, cela. C'est bien de reprendre les éléments, c'est bien de leur dire en créole. Des fois, l'important, c'est toujours la même chose, c'est de se faire comprendre et puis d'accompagner ces familles, notamment aussi à l'école, notamment chez le médecin, notamment chez le rééducateur. Alors, les familles viennent vous voir dans ce centre de ressources. Vous avez aussi des équipes mobiles pour aller voir les familles. Ce sont ces équipes mobiles, donc 2 éducatrices. Donc, on en a 2 au nord de La Réunion, nord-nord-est. Ouais. Voilà, on en a 2 qui vont être dans le sud. À chaque fois, c'est une personne qui est plus axée maman et une personne qui est plus axée enfant, mais en fait, voilà, elle s'occupe de la famille. Vous voulez aussi impulser la recherche, parce que évidemment, la recherche c'est fondamental pour essayer de mieux traiter ces problèmes-là. Oui, également. Ça, c'est mon côté prof. On se refait pas, mais c'est très important parce que, alors, il y a d'une part le volet, on va dire vraiment médecine. Avant, même à La Réunion, on n'en parlait pas. Maintenant, actuellement, dans mon département de médecine générale à la fac de médecine, il y a à peu près 5 thèses d'exercice par an qui sont consacrées aux troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale et notamment la difficulté pour les professionnels, notamment le futur médecin généraliste, d'aller vers ces familles. Comment on va parler alcool? Comment on va parler à ces femmes qui consomment pendant la grossesse? C'est très important et puis ça rentre de toute façon dans le volet pourquoi on consomme alors qu'on est enceinte et c'est important de leur donner des leviers pour parler violence conjugale, violence intrafamiliale, les deux sont très très liés. Donc il y a de plus en plus de tests d'exercice et puis également ma doctorante, et j'étais ravie parce qu'il faut que ça suive, une doctorante en sciences a soutenu sa thèse, là c'était le 5 septembre, sur tout ce qui était épidémiologie de ce problème à La Réunion. Qui sont-ils ces enfants? Où naissent-ils? Où sont-ils pris en charge? Dans quelle famille vivent-ils? Chez nous, ils sont 60% à être chez des assistantes familiales, d'où l'importance de la communication avec le conseil départemental. Quels sont leurs signes? Quel est leur pronostic? Quel est leur avenir, notamment à l'école? Ça, c'est des choses que nous étudions. Et puis, quand on est atteint d'un syndrome d'alcoolisation fœtale, malheureusement, ça ne protège pas d'autres vulnérabilités. C'est des enfants qui sont souvent nés prématurés. Donc on rajoute une vulnérabilité, mais tout simplement parce que l'alcool, sa première victime, c'est le placenta, donc les deux sont liés. Puis c'est des enfants qui ont également plus souvent des problèmes génétiques parce que l'alcool modifie notre génome, donc tout est un peu lié, mais ça c'est des choses qu'on est en train de confirmer. Et notre objectif, c'est aussi de mettre en évidence des marqueurs précoces qui nous permettrait de faire le diagnostic de ces enfants avant qu'on y pense tous, ce qu'on appelle des marqueurs épigénétiques. L'alcool met des marques sur notre ADN et donc repérer ces marques, ça permettrait surtout de repérer ces enfants plus tôt. Je dis toujours, quand on repère un enfant, on repère également souvent ses frères et sœurs.
On a des familles nombreuses à La Réunion, c'est souvent des fratries de 5, 6, 7. On a des mamans qui sont souvent des jeunes mamans. Il y a 5 fois plus de grossesses chez les mineurs à La Réunion que dans l'Hexagone. Donc ça permet de repérer les frères et sœurs qui ont peut-être la même chose. Et puis ça permet aussi de s'occuper, et c'est quand même l'essentiel en termes de prévention, de ces mamans, et je parle également de ces papas et de ces familles que malheureusement on oublie souvent. C'était au départ une expérimentation, votre centre de ressources, expérimentation de 3 ans. Finalement, c'est toujours là, l'efficacité est démontrée. Est-ce que vous voyez quand même quelles limites vous voyez et vers quoi vous voudriez aller pour améliorer les choses ? Oui, c'était 3 ans, je trouvais ça très très ambitieux. S'il fallait, on va dire, stopper le syndrome d'alcoolisation en 3 ans, si on en était capable, on le saurait. J'ai l'impression qu'on a surtout de plus en plus de familles qui sont identifiées. Ça ne veut pas dire qu'on consomme plus, j'espère. Ça veut dire surtout qu'on est plus à même de les repérer, de les identifier, de les sortir de leur invisibilité. Donc 3 ans, c'était ce qu'on nous avait dit en 2016. On est en 2024. On suit actuellement plus de 300 enfants. Je veux dire, c'est ce qui nous permet d'avoir de plus en plus de données fiables. Nos limites, elles sont celles que j'indiquais déjà. On repère mieux ces enfants, on les diagnostique, donc on sait exactement ce qu'ils ont. Et puis, c'est la prise en charge. Alors, la prise en charge, je cite un directeur général adjoint de l'ARS, avec qui je m'entends très bien, là n'est pas la question, qui est toujours le DGA de l'ARS de La Réunion, qui m'avait dit quand j'étais arrivée, moi je lui disais, mais vous savez, on va se heurter, on va se prendre un mur de face, on les repère mieux, on les diagnostique mieux, et on n'a pas assez de rééducateurs, et on n'a pas assez de personnes pour s'occuper des parents. La réponse qui m'avait été faite, c'était en 2015 à ce moment-là, c'est « montrez-nous d'abord qu'ils existent ». Alors, ils existaient bien avant qu'on commence. Là, il y a plus de 300 enfants, ils sont là. Donc maintenant, c'est sur vraiment la rééducation, l'accompagnement, qu'il va falloir mettre vraiment un coup d'accélérateur. Sinon, j'ai peur qu'on ait créé de l'espoir, et que ça fasse pchit, comme auraient dit certains. Par contre, moi, mon grand bonheur, c'est d'avoir réussi à mettre en place ça à La Réunion. Ouais. J'étais 18 ans en Alsace, je m'intéresse au TESAF depuis 2005. En Alsace, on avait réussi à mieux repérer, mais ça n'avait pas été plus loin. Je fais des conférences dans tout l'Hexagone ou ailleurs. Les TESAF n'ont pas avancé. La prévention, le diagnostic n'ont pas avancé parce que l'alcool est un produit particulier, que l'on soit à La Réunion, où en plus il est détaxé de façon absolument ignominieuse, mais également dans toutes les régions de France, parce qu'on nous rapporte ça à notre culture. C'est quand même un danger de santé publique. Chez nous, à La Réunion, c'est 450 décès en plus qui sont directement liés à l'alcool. Les violences, les accidents de voiture, vous savez, on est encore en octobre. L'alcool, c'est une cause majeure de cancer du sein. Ce n'est pas suffisamment dit. Et c'est un nouveau-né tous les 2 jours qui voit son avenir impacté. Eh bien, merci en tout cas pour la présentation de votre centre de ressources. Très intéressant. Merci. On va rester avec les bébés, les nouveau-nés. On va aller en Guadeloupe avec vous, Dominique Théophile. Vous êtes sénateur. Alors, vous n'êtes pas du milieu médical, mais ce n'est pas pour autant que vous ne prenez pas des initiatives. C'est ça qui est intéressant. Vous, ce qui vous a inquiété, c'est vraiment que le nombre de naissances a fortement diminué, notamment à Marie-Galante. Eh bien, il fallait faire des choses et il fallait se bouger. Alors, merci. Je ne suis pas du tout dans le milieu, mais un homme politique engagé sur ces questions-là. Hein, absolument. Puisque j'ai eu la chance de présider la Fédération des hôpitaux de la Guadeloupe, être membre du conseil d'administration à l'époque, avant les conseils de surveillance du CHU. Et puis dans mes travaux politiques, quelques avancées que j'ai eu à collaborer de très près, notamment l'amendement qui crée la faculté de médecine de plein exercice aux Antilles. C'est un amendement que j'ai porté. Les PADU, les praticiens... Expliquez ce que ça veut dire. Les PADU, les praticiens
à diplôme hors Union européenne. Oui. C'est-à-dire, vous le savez, comme moi-même, et je suis en face de professionnels ici, il manque, étonnez-vous bien, 12 millions de médecins dans le monde, plus que la population du Portugal ou de la Belgique. Et ça, ce sont des chiffres de l'OMS. Donc, quand on ramène ça au territoire, dans l'Hexagone, il manque encore davantage, enfin, en tout cas, rapporté à la population. Et quand on est dans la périphérie, quand on est dans les zones comme Guadeloupe, Martinique et autres, c'est encore criant ce qu'on appelle le désert médical. Et donc les PADU, qui existent déjà au niveau national, mais il y a un certain nombre de pays qui sont admis à être en France sur les PADU. Et la question, ça m'inquiétait, ce mot PADU, et j'avais regardé que la zone Amérique latine, la zone des Caraïbes n'était pas concernée dans ce schéma-là. Et que pour obtenir des PADU dans nos territoires, c'est le ministère de la Santé. Bref, c'est un petit peu compliqué. Donc avec cet amendement, deux choses, permettant bien évidemment, comme vous le savez, ce sont les ARS, et nous on a une particularité, directement les ARS examinent les dossiers à 90%. Et donc, c'est une facilité de pouvoir avoir un effectif beaucoup plus intéressant en fonction des connexions qu'il pourrait y avoir entre les médecins qui sont déjà sur place et les autres médecins à l'étranger. Et une ouverture possible en cas de catastrophe naturelle. En cas, vous savez, nous sommes en zone sismique, en zone cyclonique. Et pour attendre la réserve nationale, qui porte un nom, mais qui n'est plus une réserve, si vous le savez bien, Covid nous a démontré cela. Il faut 4 heures dans la Caraïbe. Nous sommes à 4 heures exactement à proximité de tous les grands pays de la Caraïbe. Et si jamais nous avons une grosse catastrophe naturelle, en tout cas qui durerait, ce serait plus facile d'actionner le dispositif des médecins étrangers qui sont à proximité que d'attendre une coopération à mise en place et tout ça. Donc ça a pu régler deux problèmes à la fois. Problème de rapidité, mais aussi un problème très politique. Heureusement d'ailleurs, quand j'ai présenté cet amendement, j'ai fait très attention de ne pas aborder les problèmes de rapport politique, parce que si on était rentré dedans, vous imaginez bien, il y aurait des pays qui seraient cochés non, notamment Cuba et les autres. Donc on l'a abordé d'une manière très technique et c'est passé. Donc ça veut dire qu'il y a des PADU spéciales outre-mer, si je résume? On pourrait dire ça comme cela, hein, spécial, puisque... Et ça fait tache d'huile, puisque j'ai bien entendu, c'est une ville ici, à Paris, enfin en France, dans l'Hexagone, Guingamp, il me semble, si c'est ça, qui a fait appel au PADU, mais dans un dispositif antillais, antillo-guyanais. Donc, pour vous dire, non, mais c'est un plus. Et c'est ça le rôle de l'amendement, c'est de modifier et de faire en sorte de coller la loi à des spécificités. Et donc, voilà. Est-ce que vous savez combien de praticiens sont arrivés grâce à ce dispositif? Alors, quand on l'a initié, c'était en 2019. Il n'y avait pas encore Covid que c'est passé, donc la réflexion était déjà poussée, puisqu'on n'avait pas pensé à Covid quand nous l'avons réalisé. En 2020 est arrivé Covid, et le décret n'était pas sorti. Et donc on se disait, bon, il y a des EVASAN, des évacuations sanitaires, bref, un peu partout. Personne n'avait un mode opératoire sur la Covid. Et donc, j'ai demandé avec d'autres, bien sûr, je n'étais pas le seul, quand je parle de ça, on n'est jamais seul en faisant ça, on joue collectif avec la collègue Conconne de la Martinique et d'autres sénateurs, nous avons demandé la sortie du décret. Et le décret est arrivé, et bien, il y a eu des difficultés, puisque pour faire venir des étrangers, ça ne se fait pas comme ça, il faut un temps d'adaptation, et puis voilà. Et nous sommes arrivés maintenant, si vous allez au CHU, sur les spécialités qui sont, je vais dire, en manque, où nous avons quelques difficultés. Vous avez quelques étrangers qui viennent nous aider. Ici, un peu partout, dans les hôpitaux de France aussi, vous avez des étrangers qui viennent suppléer ces effectifs que nous n'avons pas, surtout dans des spécialités très difficiles à cardio, vous le savez, la réanimation. Donc voilà. Donc voilà, vous avez des personnels supplémentaires. Alors, je suis un témoin, en fait, de ce que nous allons, sur le sujet de Marie-Galante. Hier,
Madame Hetzold, qui est la présidente de la communauté de communes de Marie-Galante, qui est aussi médecin, vous a décrit un petit peu la situation de Marie-Galante, qui est unie parmi les 6 îles de la Guadeloupe. Mais en termes d'organisation des soins, ça ne s'arrête pas à Marie-Galante et les autres îles. Nous avons Saint-Barth et Saint-Martin qui font partie de l'organisation sur l'ARS de Guadeloupe, pilote l'ensemble de ces îles-là, y compris Saint-Martin, Saint-Barthélemy, qui étaient des communes de la Guadeloupe avant 2007. Saint-Martin, c'était une commune. Et là, à Marie-Galante, en 2010, nous avons été confrontés à un problème. Il y a un hôpital, et elle a signalé ça hier, Madame Hetzold, un hôpital public et une clinique. L'hôpital public disposait d'une maternité, d'un service de chirurgie, alors qu'il y avait 50 actes par an au service de chirurgie. Bon, pour les spécialistes, et s'il y a des chirurgiens dans la salle, on voit très bien ce qui pourrait se passer. Et moins de 100 naissances par an à la maternité. On voit aussi que certaines sages-femmes, parmi les 5 présentes, n'avaient pas de chance de se confronter à une naissance par an. Ce qui fait qu'en laissant ça comme ça, en état, il y a une technicité qui part. Alors, qu'est-ce que vous avez mis en place justement face à ces ce qui a été mis en place, bien évidemment, pour faire en sorte de sécuriser la mère puisque si dans cette situation-là, ça devenait problématique, il y avait un risque de prise en charge. Alors le CHU, dans le cadre d'une coopération, le CHU a créé un CPP, un centre périnatal de proximité. C'est ça. Pour organiser le système. Il y avait un obstétricien, un seul, qui faisait tous les jours et les gardes tous les jours, seul de l'année, et les 5 sages-femmes qui faisaient les gardes pour assurer la continuité des soins, les gardes de nuit toute l'année, et donc avec les risques que je viens de vous indiquer. Donc nous avons organisé en 3 phases. Ils ont organisé en 3 phases, en toutes les précautions d'usage. C'est bien. Ils ont organisé en 3 phases. Première phase, la formation. On mettra au CHU des sages-femmes, montées en gamme, une organisation avec un gynécologue qui se présentait sur les lieux pour organiser et pour maintenir tout cela. Après, l'acheminement à partir de la 36e semaine, en fonction des cas des grossesses, sur la Guadeloupe, au CHU, en mettant en place un dispositif pour l'hébergement et des accueils ou des accueils en famille pour pouvoir sécuriser tout cela. Et puis, il y a eu pour cela une bonne coordination. Et aujourd'hui, nous voyons que malgré les difficultés, puisque quand vous êtes sur une île et vous avez votre hôpital, il y a eu une grosse discussion qui a duré. Les politiques sur place qui voyaient, c'était pour eux dire la fin de leur hôpital, et on connaît comment ça s'est sacré par territoire. Et les professionnels, nous avons eu quelques, difficultés au départ, mais qui s'est arrangé parce que les résultats ont été là. Et aujourd'hui, ça se passe, une prise en charge beaucoup plus. Et en cas de difficulté, qui a été prévu dans le projet, ce qui se réalise, c'est puisque il y a parfois, vous savez, des cas de complications, eh bien, on réserve l'hélicoptère pour les Vassan pour pouvoir acheminer rapidement ces femmes au CHU. Alors voilà pour le centre périnatal de proximité géré par le CHU. Vous avez aussi créé un secteur médico-social à l'hôpital. Alors, c'est la suite un peu politique, et puis pour mieux faire accepter, c'est la méthode pour faire accepter le projet. Face à ça, pas par compensation, mais parce qu'il y avait une nécessité, mais bien sûr, mais ça s'est accéléré. Ils ont créé un EHPAD et à la prise en charge aussi de l'handicap à Marie-Galante pour faire en sorte qu'il y ait de la masse pour que l'hôpital puisse continuer à bien fonctionner. Donc c'est ça s'est plus accéléré, mais c'était déjà une demande bien avant. Donc voilà, pour calmer un peu le côté politique, puisque quand vous avez
l'hôpital, c'est un enjeu de territoire. Donc, vous savez, si vous ne faites pas de l'explication aux élus, parce que c'est un enjeu aussi politique, et donc il a fallu faire de la pédagogie, faire en sorte, mettre en avant la question de la sécurité sanitaire, continuité des soins, sécurité des soins, et des soins pour tous. Donc, c'est pour cette raison que cette action, en tout cas ce projet, a été pratiquement mené en terrain de double insularité, ce n'est pas facile, puisque vous avez une rotation, et on a dit 2 rotations par jour, un aérodrome qui ne fonctionne pas pour des questions d'organisation aujourd'hui. On peut atterrir, mais il n'y a pas de vol organisé. Donc vous êtes coupé du monde si, je dirais à partir de 18h, quand vous êtes sur l'île, si ces conditions-là, en tout cas, ne sont pas mises en place. C'est pour ça que vous avez pris toutes ces initiatives. Merci beaucoup, on vous applaudit du côté de la Guadeloupe. Et bien après la réunion de la Guadeloupe, on revient en Corse quand même. C'est ici que nous sommes accueillis depuis hier. François-Aimé Arrigui, donc je le disais, de l'association HD2A, directeur d'un foyer d'accueil médicalisé. Et puis vous gérez un tiers-lieu, une ferme thérapeutique. Racontez-nous un petit peu ce que vous faites et à quel public c'est destiné. Alors tout ça est rattaché aussi à un EHPAD en fait, oui. Parce que la ferme thérapeutique et le tiers-lieu sont situés donc, sur le site de l'EHPAD. Pour replacer un petit peu le contexte, on est sur un territoire, bon on est en Corse évidemment, territoire exclusivement rural, qui est le territoire le plus vaste, le moins peuplé, le plus vieillissant de Corse. Donc on cumule quand même certaines contraintes, mais dans tous les cas c'est ce qui nous donne la force de réagir. Donc c'est... historiquement, en fait, on s'inspire quand même des valeurs historiques de la Corse, de la société corse, de la tradition corse, une société où la personne âgée a toujours eu une place prépondérante et au centre de la famille. Et c'est vrai que ces valeurs perdurent. Ça se perd ou ça perdure? Ça se perd, mais ça se maintient quand même, en fait, parce qu'on est quand même attaché à nos valeurs et à nos traditions. Mais en fait, dans tous les cas, ce qu'on a cherché, c'est s'inspirer de cette culture, de nos racines, pour concevoir, pour penser un projet qui réponde aux attentes de la société actuelle. Et replacer la personne âgée au centre de la société et de la vie locale, en particulier dans un village, c'est faire référence à, autrefois, une société agropastorale avec un habitat qui était assez pauvre, avec des familles qui avaient de nombreux enfants. Voilà, mais s'il y avait une chambre dans la maison, elle était pour la personne âgée. Et la personne âgée passait... je dirais, était vraiment au cœur de la famille. Il y avait même souvent une fille, l'aînée, qui se dévouait, qui ne se mariait pas, qui restait là. Qui ne se mariait pas pour s'occuper de la personne âgée. S'occuper de ses parents. Voilà. Alors, on n'est pas, évidemment, sur la promotion de ce modèle. Quoique. Ah bon, on en reparlera, mais tout à l'heure. c'est un autre sujet. Hein, restons sur le là, pour nous, l'EHPAD, c'est un EHPAD qui était anciennement une maison de retraite, portée par une congrégation de religieuses, donc au sein du village. Elles sont parties en 2001. Elles souhaitaient vraiment que ça reste un lieu d'accueil pour les personnes âgées. Donc on a monté une association pour prendre le relais. Voilà, bon, les choses se sont faites comme ça. Et on s'est dit comment replacer ces personnes qui sont finalement, elles ne sont plus en famille. C'est vrai que les familles viennent les voir, mais elles ne peuvent plus rester au domicile parce qu'elles sont en perte d'autonomie, en situation de dépendance. Comment faire pour que vraiment ces personnes soient replacées au cœur de la société et participent et contribuent, parce qu'elles ont énormément de choses à apporter à la société, de par la transmission de ce qu'elles ont vécu, et quel que soit en fait leur état de perte d'autonomie ou de dépendance. On n'est pas on est malheureusement dans une société où finalement, et c'était un peu quand je regarde mon village, lorsqu'on le regarde de l'extérieur, on a le collège à l'extrême gauche et l'école primaire et l'EHPAD à l'extrême droite. Voilà. Le chemin, c'est le chemin de la vie. Mais c'est le chemin de la vie. Mais comment faire pour ouvrir les portes? Alors, comment vous décloisonnez tout ça et comment vous faites les rencontres intergénérationnelles, par exemple? Alors, décloisonner tout ça, en 2021, il y a eu un appel à projet national qui s'appelait Un tiers-lieu dans mon EHPAD, porté par la CNSA. Donc, on a répondu à cet appel à projet. Alors, c'est vrai qu'on a répondu à cet appel à projet parce qu'on était déjà dans cette dynamique.
mais pas forcément du tiers-lieu, en fait. Et on était dans une dynamique d'ouverture, de culture, de médiation artistique, tout ça. Enfin, déjà bien d'ouverture, mais dans tous les cas, pas dans une dynamique de tiers-lieu. Un appel à projet, donc en 2021, nous répondons, on est lauréat pour la Corse, et ça nous a permis d'être soutenus financièrement donc par la CNSA, mais aussi par la RS de Corse, pour implanter un tiers-lieu dans notre EHPAD. Et alors là... Qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qu'on peut voir? Alors on y fait tout. Tous les jours, on y fait tout. Et c'est quoi tout. C'est quoi tout, par exemple? Alors on a quand même, si vous voulez, on a quand même ciblé des priorités, en particulier l'intergénérationnel. C'est-à-dire que toutes les semaines, alors il y a des activités, que ce soit des enfants de l'école primaire, les enfants du centre aéré, les enfants du collège. On a des conventions avec toutes ces entités, donc qui viennent à la fois donc pour des cours de chant. On a des collégiens qui viennent, même sans leur prof d'ailleurs. Là, j'en ai vu 5 l'autre jour, ils sont venus jouer des jeux de société sur leur temps libre, comme ça, avec les personnes âgées. Non, c'est sur le temps scolaire. Sur le temps scolaire, d'accord. Ouais. C'est un espace quand même. Mais justement, ils viennent sur leur temps scolaire, en fait, mais avec plaisir. C'est pas une contrainte. Avec plaisir, et du coup, ils viennent hors temps scolaire parce qu'il y a une chorale. Enfin, il y a un groupe de chant corse et d'apprentissage de guitare qui se fait au sein de l'EHPAD, et ils viennent très volontiers. Alors, quelquefois, c'est vrai que les parents, lorsqu'ils les amènent, mais les enfants, eux, par contre, parce que ça fait partie de la vie, et ils en ont bien conscience, parce qu'on les a amenés progressivement à en prendre conscience. Donc du chant, de la musique, on est maintenant espace de création artistique avec des résidences d'artistes à l'EHPAD. Donc on a eu 2 écrivains qui sont venus, qui ont passé plusieurs semaines à l'EHPAD et qui ont écrit, qui ont fait un rendu de ce qu'ils avaient fait lors d'un festival. Ils vont sortir un bouquin là-dessus. Donc, alors, si vous voulez, le tiers-lieu, comme je vous disais, c'est le cœur. On a voulu refaire un petit peu la place du village. La place du village en Corse, c'est là où il y a le four à bois. Donc on a fait un four à bois où on faisait cuire le pain traditionnellement, et la fontaine où on va venir remplir sa cruche d'eau pour la maison. Donc c'est important, c'est l'eau et le pain. Et donc on a refait ça. Et donc on allume le four régulièrement. On va l'allumer là pour la Toussaint, puisque c'est la tradition pour faire des pastels. On fait des pizzas. Et les résidents, évidemment, sont là, les familles. Les enfants vont venir. Ils ont planté des légumes, puisqu'il y a la ferme thérapeutique avec le potager. Voilà, la ferme thérapeutique, c'est quoi exactement? Alors la ferme thérapeutique... Pourquoi thérapeutique, la ferme? Alors thérapeutique, vraiment dans une optique de thérapie non médicamenteuse, avec un médiateur animal qui est responsable de la ferme, médiateur comportementaliste, et donc qui fait des séances, alors qui entretient la ferme, qui fait des séances de médiation animale, à la fois pour les personnes du foyer d'accueil médicalisé et pour des personnes des résidents de l'EHPAD. Sur la ferme thérapeutique, on implique beaucoup des résidents du foyer d'accueil médicalisé, des jeunes adultes en situation de handicap. On en avait 2 en particulier qui avaient vraiment un projet de vie de travailler, mais qui n'étaient pas en capacité de travailler. Donc ils étaient résidents du foyer. Et on les a accompagnés sur ce projet. Ça a pris des mois, des années, mais pas tant que ça finalement, pour les remettre, les aider à concevoir leur projet et vraiment à travailler, c'est-à-dire des travaux de la ferme. Alors, ce n'est pas des travaux de force, mais aujourd'hui, ces 2 jeunes, en fait, ils sont partis, ils ont quitté le foyer, ils sont en foyer d'hébergement, ils travaillent en ESAT. Donc, ça, c'est une réussite. Notre projet, ça serait vraiment de faire de la recherche sur les bénéfices, l'intérêt des thérapies non médicamenteuses pour ces personnes, que ce soit des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap, de mesurer quels sont les effets et les bienfaits de ces thérapies, jusqu'à diminuer, parce que vous savez que les personnes qui souffrent d'handicap psychique ont souvent des traitements qui sont très lourds. Comment arriver à diminuer les traitements, à faire grandir le sentiment de bien-être ou de mieux-être, dans tous les cas, à défaut,
pour ces personnes voilà, qui vivent en établissement. Quelqu'un a dit ce projet donne envie de vieillir. C'est vous qui avez dit ça? Ah non, c'est pas moi. Mais ça pourrait bien résumer. Non, parce que moi, comme je vieillis, j'ai plus envie de vieillir maintenant. J'aurais plutôt envie de rajeunir, mais bon. On vous applaudit en tout cas, bravo pour toutes ces Merci. initiatives très intéressantes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle avant qu'on avance dans le programme de la matinée? Est-ce que vous avez des questions? En tout cas, vous pourrez discuter largement avec nos interlocuteurs pendant la pause. Oui, une question là, de ce côté-là. Allez-y, bonjour, présentez-vous. Merci. Bonjour. Bonjour. Fabien Perlin, en fait, je suis responsable d'un EHPAD ici sur l'île. Et je voudrais saluer les 3 initiatives que vous nous avez présentées aujourd'hui. Et je voudrais revenir sur l'intervention de Mme Doré. Une très belle initiative, centre de ressources. Donc une question avec 2 volets. La première, est-ce que ce n'est pas la première étape d'un dispositif beaucoup plus large qu'il faut mettre en place? Et ma deuxième question, c'est que vous ciblez sur un seul facteur déclenchant. Est-ce qu'il ne faudrait pas l'élargir à l'impact des médicaments, des drogues, du tabac, des facteurs environnementaux qui sont de plus en plus importants? Bref, il faut aller beaucoup plus loin. Oui, alors je vous rejoins totalement et puis merci pour ces propositions que je fais miennes, que pour l'instant, je veux dire, les pouvoirs publics et puis nos partenaires n'ont pas encore rendu possible, mais on est complètement là-dedans. Quand moi je suis arrivée sur l'île de la Réunion en 2013, je m'intéressais au TESAF, donc je l'ai dit depuis 2005. En 2013, c'est très clairement l'île de la Réunion qui a permis de mettre en place ce dispositif. Alors déjà à ce moment-là, on me disait non, mais il ne faut pas faire un centre ressources ou un centre diagnostic, puisque au CHU, ce qu'on a, c'est un centre diagnostic sur les TESAF. Il faut faire un centre sur les troubles neurodéveloppementaux. Alors moi, en tant que généticienne, j'étais complètement convaincue que c'était ça qu'il fallait faire, en ayant à chaque fois la dimension, on fait de la prévention primaire grand public, on forme les professionnels et puis on diagnostique les personnes concernées et on les accompagne. C'est ce qu'on essaye de faire. Moi, je m'occupe d'un centre de référence anomalie du développement au CHU que j'ai, on va dire rempli, si j'ose m'exprimer ainsi, avec nos familles TESAF, mais c'était l'idée. Sauf que on rame très clairement, on parle d'opportunités, on parle également de difficultés, de vulnérabilité, on est là-dedans. Le centre de référence, troubles neurodéveloppement, moi j'ai attendu 2 ans, 2013, 2015, pour essayer que les choses avancent. Je veux dire, ça n'a jamais fonctionné. Donc je me suis dit, on va se centrer sur, on va dire, une problématique qui est, à tort et à raison, mais considérée par les politiques, les collectivités publiques et l'ARS de La Réunion, et c'était les troubles du spectre de l'alcoolisation fétale. Donc mon but a été en 2015-2016 de dire on démarre par quelque chose et puis ensuite on verra. C'était en 2015, on a ouvert le centre ressources le 1er avril, c'est pas une blague, le 1er avril 2016. En 2020-21, juste après le Covid, on a essayé de mobiliser pour en faire un centre vraiment troubles neurodéveloppement. Donc évidemment, je me bats pour tout ce qui est pathologie génétique. Je me bats également, vous parliez de médicaments, sur la dépakine, sur l'acide valproïque. J'ai été longtemps dans l'Agence nationale de sécurité du médicament. Donc évidemment, c'était une problématique qui m'est chère. Je veux dire, pour l'instant, nous n'avons pas pu... Alors, déployer les énergies, oui, mais aux énergies, il faut le nerf de la guerre.
Et ce nerf de la guerre, on ne l'a pas actuellement, donc on ne peut pas. Mais la volonté, elle est là, le sens de l'histoire, il est complètement là. Il faut qu'on fasse ça et surtout qu'on arrive à mieux déployer la prise en charge. Rendez-vous compte, on est 3 neuropédiatres, enfin, ils sont 3 neuropédiatres sur l'île. Il n'y a quasiment plus de neuropédiatres dans les CAMS. Les orthophonies, il y a des territoires entiers où on n'en a pas. Donc, pour l'instant, essayons, je garde ce modèle-là. Si nous arrivons à convaincre mieux, à convaincre plus, on élargira. On comprend qu'il y a la volonté, mais toujours le problème du financement. Rapidement, une autre question ou pas? Non? Eh bien, on vous applaudit. Bravo pour vos initiatives. Continuez. Franchement, c'est très bien.